Le troisième porte-avions se dirige vers l'Iran. Non, nous ne faisons pas la guerre en Iran pour rétablir la monarchie ou instaurer la démocratie. C'est ce que faisait Bush fils. Nous ne bombardons pas les ayatollahs pour étendre notre empire. C'est ce que faisait la Russie en Ukraine. Et les États-Unis ne dépensent certainement pas des milliards ni ne sacrifient la vie de leurs garçons et filles pour exécuter les ordres du lobby juif. Nous avons un objectif très précis. Le pétrole. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes allés là-bas soi-disant pour le pétrole. Vous êtes vraiment matérialiste, je ne sais pas quoi. Nous nous efforçons de faire en sorte que la Chine commerce comme un partenaire honnête et non comme un escroc, un voleur ou un petit voyou de ruelle. Nous voulons aussi que l'Iran n'ait pas la possibilité de bloquer le passage dans le détroit d'Ormuz par où transite, dit-on, 20 à 22% du flux pétrolier mondial, donc oui, il s'agit bien de pétrole. Il s'agit de pétrole, d'énergie, d'honnêteté dans le commerce et de concurrence. Et nous voulons aussi mettre fin à la guerre en Ukraine et assécher, priver de fonds. C'est-à-dire l'entraînement, l'équipement de ceux qui utilisent le meurtre de civils pour atteindre des objectifs politiques. Eh bien, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les milices chiites et la Russie, et aussi les sponsors de ces gens-là. Certains ont un régime islamique, d'autres ont la Chine. À Téhéran, s'ils n'ont pas d'argent provenant de la vente de pétrole, ils n'auront pas d'argent pour sponsoriser les terroristes. Nous voulons leur prendre le pétrole. Si cela ne plaît pas à quelqu'un, eh bien, messieurs, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, nous ne prenons pas le pétrole de l'Iran recevra le paiement pour le pétrole, en fait. Nous espérons que ce sera le nouvel Iran, avec ses citoyens, pas les Houthis, n'est-ce pas ? Nous ne l'avons jamais nié, n'est-ce pas ? Nous l'avons répété plusieurs fois. Il s'agit du pétrole. Vous n'avez pas compris ? Je répète encore une fois. Je vais le dire clairement maintenant. Il s'agit du pétrole. En quelle langue voulez-vous que je traduise ? Encore un point que je veux souligner. Si nous sommes venus sauver quelqu'un, cela nous a coûté beaucoup d'argent. Et absolument. Il serait totalement stupide de ne pas s'assurer que ces dépenses engagées pour sauver quelqu'un nous soient remboursées. L'Ukraine peut payer avec ses terres rares, ses minéraux, son pétrole, son charbon. Le Venezuela avec du pétrole, l'Iran aussi avec du pétrole. Si nous devons aller ailleurs, alors avant de nous appeler, réfléchissez à la façon dont vous pouvez nous dédommager. Ce n'est pas une question de pouvoir nous acheter. Peu probable. Mais nous irons aider, même s'il n'y a rien à compenser là-bas. Nous avons maintenant une politique un peu nouvelle, dont j'ai déjà parlé. Mais imaginons. Mais si nous avons dépensé, alors réfléchissez et ne... Je m'excuse. Ne vous plaignez pas qu'ils veulent tant nous prendre nos terres rares. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les États-Unis ne veulent plus. Honnêtement, ils ne peuvent même pas financièrement remplir le rôle de gendarme mondial, de policier, de surveillant, appelez ça comme vous voulez. Notre tâche, en tant que super puissance, se déplace vers la correction des déséquilibres dans le commerce mondial. Nous avons perdu beaucoup d'industries, parce que d'un côté, l'importation est devenue plus avantageuse que la production locale. Et d'un autre côté, de nombreux pays ne nous permettaient pas d'exporter nos produits chez eux, ce qui aurait pu nous compenser pour la perte de notre propre production. En nous interdisant ou en mettant des barrières douanières, pour que, Dieu nous en garde, nous n'exportions pas et ne concurrencions pas leurs producteurs. Eh bien, une nouvelle ère est arrivée. Les ordinateurs, c'est nous qui les avons inventés. Internet, encore une fois, c'est nous qui l'avons inventé. Maintenant, l'IA, l'intelligence artificielle, entre en jeu. Tout a commencé aux États-Unis. Et la robotisation aussi a commencé aux États-Unis. Et à cette étape, nous voulons rester en tête. Остаться. Nous voulons rester en tête. Nous ne voulons pas rester à la traîne. Tout simplement parce que nous avons accepté des règles de relations inégales pour aider quelqu'un. Nous avons aidé la Chine à se développer, nous avons aidé l'Europe à se développer, nous avons donné de l'argent, nous avons aidé à se développer. Nous disions, ne vous inquiétez pas, nous n'exporterons pas nos produits ni ne vous concurrencerons pour ne pas nuire à votre production. Nous allons produire beaucoup d'énergie. Nous allons assainir environ 2 milliards, une bande de 2000 miles, une bande neutre entre nos frontières et le reste du monde. Qu'est-ce que cela veut dire ?
assainir. Nous allons les débarrasser des communistes et des narcotrafiquants. Et nous veillerons sur nos intérêts nationaux. Aujourd'hui, dans les actualités, Iran, Israël, États-Unis, Russie, Chine. Et bien sûr, le chef d'orchestre de cet ensemble, le président des États-Unis, Donald J. Trump. L'Iran, qui a été fortement secoué récemment, s'est maintenant excusé et s'est rendu à ses voisins du Moyen-Orient. Ainsi, selon la Maison-Blanche, ce dont nous avons déjà parlé d'ailleurs, le régime iranien peu clairvoyant a jugé bon de se mettre à dos tous les autres pays musulmans. Il lance des missiles vers les États du Golfe Persique et tente d'impliquer la Turquie dans ce conflit. Selon leurs déclarations, ils affirment désormais qu'ils... Bien, nous le regrettons profondément. Nous comprenons que cela a été une énorme erreur diplomatique. Ce n'était évidemment pas la meilleure idée d'entraîner la moitié de ce monde dans cette guerre. C'est pourquoi ils promettent désormais, soi-disant, de ne plus tirer sur eux. C'est aussi intéressant car la plupart des bases militaires américaines au Moyen-Orient sont situées dans des pays comme l'Arabie saoudite, la Turquie et d'autres lieux similaires. Cela signifie-t-il qu'ils cesseront de tirer sur les Américains? Je l'ignore, c'est une question ouverte. Mais oui, cela semble être une défaite assez importante, pour ainsi dire. Cette promesse a été faite uniquement en raison des attaques impitoyables des États-Unis. Ils cherchaient à conquérir et à gouverner le Moyen-Orient, ce qui d'ailleurs fait partie de leur idéologie de toute cette révolution chiite là-bas. C'est la première fois depuis des millénaires que l'Iran perd face à ses voisins du Moyen-Orient. Ils ont dit « Merci, président Trump ». J'ai répondu « De rien, l'Iran n'est plus fauteur de troubles ». Au lieu de cela, ce sont des perdants au Moyen-Orient et ils le resteront pendant de nombreuses décennies jusqu'à ce qu'ils se rendent ou plus probablement qu'ils s'effondrent complètement. Les Iraniens ont soudain compris que tirer sur leurs voisins n'était pas vraiment une bonne stratégie. La plupart des voisins n'ont pas eu peur, mais se sont mis en colère. La guerre en Iran n'est plus une guerre de juifs et d'infidèles contre des musulmans, mais une guerre de chiites contre des sunnites. Et les juifs ainsi que les autres infidèles se sont retrouvés du côté des sunnites. Enfin, on dit sunnites, n'est-ce pas? Et non de l'Iran. Qu'est-ce qui a permis au gouvernement de la coalition pro-américaine de déclarer des actions militaires contre l'Iran? Leur armée, non. Pause. Ils sont presque... Regardez, leur flotte est détruite, leur communication coupée, leurs dirigeants et 2 équipes de direction éliminées. Ils en sont à la 3e équipe. Leurs forces aériennes ont été complètement anéanties. Pense à ça. Ils ont 32 navires. Les 32 reposent au fond de l'océan. Pour le reste, ils se débrouillent très bien. Très bien. À part ça, tout va bien pour eux. Enfin, presque tout va bien. Nous allons même les aider à résoudre une question difficile. Que faire du pétrole? Nous allons prendre en main la question de la vente du pétrole. Écoutez par vous-même. C'est un jeu sur le long terme car notre objectif est de reprendre ces énormes réserves de pétrole en Iran des mains des terroristes. Et ce que nous allons subir ici à court terme sera largement compensé par les bénéfices à long terme. Car au final, nous n'aurons plus à nous soucier de ces problèmes dans le détroit d'Ormuz, puisque nous reprendrons tout le pétrole des mains des terroristes. Et si l'on regarde ce qui s'est passé au Venezuela, vous savez, les actions du président au début du mois de janvier ont révélé le potentiel du Venezuela. Nous venons justement d'y être cette semaine. Chevron, un grand producteur, nous a informé qu'ils ont atteint des niveaux de production records au Venezuela, et cela en seulement 2 mois. Ainsi, nous avons vu plus de progrès en 2 mois au Venezuela qu'en 20 ans auparavant, et cela uniquement dans le secteur du pétrole et du gaz. Vous savez, de nombreuses entreprises qui ont survécu sous Maduro atteignent maintenant des niveaux de production records. Nous avons attiré de nombreuses entreprises désireuses d'investir, mais elles exploitent peu leur potentiel dans le secteur pétrolier et gazier. Il y a tellement d'autres gisements, tellement plus de potentiel. Delcy et son équipe ont également dit qu'ils voulaient avancer à la vitesse de Trump. C'était le mot de la semaine. C'était une semaine énorme pour les relations entre les États-Unis et le Venezuela. Nous avons rétabli les relations diplomatiques avec le Venezuela. Nous avons parlé avec eux des minéraux critiques, de l'or et du charbon. Nous libérerons tout cela pour le Venezuela et les États-Unis. Encore une fois, nous ne volons pas le pétrole de l'Iran ou du Venezuela. Les 2 parties recevront plus qu'hier. Plus qu'hier, plus qu'il n'y en avait auparavant. Et cela contrairement à hier parce que les ventes se feront par des canaux légaux à la pleine valeur du marché et sous le contrôle des États-Unis. Sous le contrôle des États-Unis.
C'est pourquoi la population de ces pays recevra beaucoup plus qu'avant, lorsque l'argent allait aux bandits à Cuba ou aux bandits du Hamas et du Hezbollah, ou aux bandits en Chine, aidant le grand parti communiste chinois à s'emparer des ressources mondiales. Les États-Unis disposent d'une énorme quantité de ressources, mais elles n'ont pas été exploitées. Pour une raison qui m'échappe, le gouvernement américain n'autorisait pas l'extraction, le traitement ou le raffinage des ressources énergétiques et prévoyait de les importer de l'étranger. C'est absolument incompréhensible. Pourquoi donner 500 à 600 milliards de dollars par an à nos adversaires, en perdant naturellement des emplois? Pourquoi faisaient-ils cela? Eh bien, peut-être que quelqu'un le saura un jour, mais j'ai bien peur d'être complètement perdu à ce sujet. Pourquoi ou pour qui nous battons-nous? Il me semble que c'est pour America First, ce qui signifie que si nous nous battons, c'est pour gagner. La Ligue arabe, par exemple, finance cette guerre en allant en Irak et en déclarant « Vous savez quoi ? Vous avez du pétrole pour 15 000 milliards de dollars et nous avons dépensé 1500 milliards de dollars pour votre guerre. Eh bien, comment cela se fait-il? Mais si ça marche. » Vous savez quoi, les amis? Vous allez tout nous rendre et c'est là le problème. C'est bien ça le problème. Quand nous quitterons l'Irak, ce sera l'une des plus grandes catastrophes de tous les temps quand nous quitterons l'Irak. L'Iran sera là pour s'emparer de leur pétrole, de leur pays. Mais ce qui les intéresse le plus, c'est le pétrole, pas le pays. L'Iran s'en emparera. Pourquoi ne pas juste contrôler le pétrole? Nous aurions dû le faire. Faut-il maintenant s'en occuper? Vous avez mentionné l'Irak et vos propos qui auraient pu influencer les troupes américaines ces derniers jours. Vous avez dit que nous aurions dû garder le pétrole pour nous. Bon, peut-être que nous aurons une autre chance. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Nous aurions dû prendre le pétrole quand nous sommes partis. Et vous savez, c'est très intéressant. Si nous avions pris le pétrole, il n'y aurait pas eu d'Etch, car ils en tirent profit. C'est de là qu'ils tirent leur argent. Vous croyez qu'on peut prendre le pétrole? Si nous avions pris le pétrole, Daesh n'aurait pas existé, non? Oui, à tous ceux qui disent que Trump a changé, qu'il nous a trahis, je dis, voilà, il disait déjà la même chose en 2011 exactement comme il agit maintenant. Je pense que c'est une grande erreur de croire que Trump a toujours été un isolationniste en politique étrangère. Non, en réalité, il a toujours défendu une politique étrangère américaine plus pragmatique, axée sur ses propres intérêts. Que puis-je dire? Et qu'y a-t-il de mal à défendre ses propres intérêts? Bien sûr, un pays doit agir dans ses propres intérêts. Dans l'intérêt de qui d'autre devrait-il agir? Dans l'intérêt d'autres pays. Est-ce vraiment une bonne politique étrangère à mener? Oh, eh bien, je ne le pense pas. Je pense que la plupart des autres pays en dehors du monde occidental jouent pour gagner eux-mêmes. Parce que quand tu es dans le jeu, quand tu es en compétition, tu veux gagner. Et Trump dit ici, en fait, la même chose. Quand est-ce que l'Amérique va commencer à jouer pour gagner, n'est-ce pas? Je ne vois pas de problème, n'est-ce pas? Si vous faites tout cela, oui, finalement, vous devriez prendre le pétrole. Oui, il est tout à fait évident que le pétrole a représenté un énorme problème pour le monde pendant de nombreuses décennies. Vous vous souvenez pourquoi, d'ailleurs, sous Jimmy Carter, pendant son administration, nous avons eu une grave crise pétrolière dans les années 70? Oui, parce que le marché clé avait tout simplement été coupé. Tout cela est allé vers l'Est, dans le monde soviétique de l'époque, ce qui ne nous a pas profité. L'Iran a aussi commis de nombreuses mauvaises actions. Mais oui, au bout du compte, si vous allez vous opposer à l'Iran, si vous allez essayer de renverser l'Iran, il est tout à fait logique que vous vouliez que les marchés pétroliers de ce pays soient désormais réintégrés dans le monde occidental, n'est-ce pas? À mon avis, Donald Trump a été pris pour un isolationniste. Il n'est pas isolationniste. Du point de vue du bon sens, la guerre est si mauvaise, elle détruit et tue. Mais si tu ne peux pas résoudre un vrai problème, comme l'Iran qui entraîne et arme des terroristes contre les États-Unis, alors nous ne nous isolons pas sur une île ou un continent. Nous prenons toutes les mesures que le bon sens suggère pour que le problème ne se transforme pas en tragédie. Nous ne voulons pas et nous n'allons pas parcourir la planète pour sauver les autres, mais si tu nous frappes et prépares une attaque contre nous, alors nous serons forcément sur ton seuil. Avec 3 porte-avions, si nécessaire, un seul groupe de porte-avions suffit généralement. Encore une histoire importante pour la compréhension. Disons qu'il y a une île dans l'océan où vivent 2 tribus, disons qu'il y a en tout 1000 personnes sur l'île. 2 tribus qui sont constamment en guerre l'une contre l'autre et qui se mangent entre elles. Parce que lorsqu'ils ont conquis quelqu'un, il faut absolument le manger. Leurs dents tombent à 30 ans et ils vivent jusqu'à 40 ans. Il n'y a ni médecine, ni bonne alimentation, ni réfrigérateur, ni climatiseur, et même pas de grille-pain. Et il n'y a même pas d'endroit où brancher un grille-pain.
Pour eux, le soleil est un dieu devant se lever chaque matin, et le ciel est rempli de paillettes dispersées. Et soudain, sur cette île arrivent des Blancs, de terribles colonisateurs qui construisent des hôpitaux, prennent les tribus, enseignent la démocratie, installent l'électricité. 20 ans plus tard, il y a 20 000 personnes qui vivent sur l'île, pas des milliers comme avant. 20 000 personnes, il n'y a plus de place pour vivre, l'espérance de vie est passée à 60 ans, bientôt à 70. Les dents sont en bon état, mais il n'y a pas de travail, rien à manger, toute la nourriture, tous les médicaments, absolument tout doit être importé d'ailleurs. Avant, les indigènes ont arrêté de se manger entre eux, et ils votent même pour élire un chef. Avant, la procédure comprenait des duels, des meurtres et le fait de manger le chef précédent. Mais les indigènes détestent les Blancs, qui sont venus leur apporter ce que ces Blancs appellent la civilisation. C'est un vrai cauchemar. Oui, je comprends bien pourquoi ils détestent. Donne-leur seulement l'occasion, ils mangeront tout de suite tous les Blancs qui se sont installés sur l'île, et ils iront même là où vivent ces Blancs pour les manger aussi. Et donc ceux qui se sont installés sur l'île ont apporté avec eux des climatiseurs et des tourne-disques. Et cela suscite une incroyable jalousie chez les indigènes. C'est ce que nous, la civilisation, leur volons, ce que nous appelons. Ils sont primitifs, mais il fallait leur apprendre autre chose. Puisque nous sommes arrivés là-bas avec le savoir nécessaire, la compréhension de la liberté, la compréhension du droit, afin qu'ils puissent co-construire leur propre vie eux-mêmes. Nous ne sommes pas des isolationnistes, nous sommes des pragmatiques. Soit donc laissez les indigènes tranquilles, mesdames et messieurs, soit aidez-les à construire leur propre société productive, et non une société de consommateurs. Ne leur donnez pas les restes de votre table. C'est stupide et donc ce n'est pas juste. Aujourd'hui, Donald Trump a invité tous les dirigeants des pays voisins au sud des États-Unis. Là-bas, à part le Mexique, Cuba et le Venezuela, d'ailleurs, tout le monde est venu confirmer que Donald Trump et les États-Unis sont leurs leaders et qu'ils sont, comme l'a dit Trump, le bouclier de l'Amérique contre les ennemis extérieurs potentiels. Eh bien, invitons Kayleigh McEnany, je pense, Kayleigh. J'ai déjà dit que pour beaucoup, se tournant vers notre hémisphère, vers la sécurité ici, vers l'éviction des Chinois et le fait de devenir de meilleurs partenaires avec tous ces pays. Nombre d'entre eux, non par choix, mais à cause de notre négligence, ont commencé à passer des accords avec la Chine. Et maintenant, le président Trump chasse la Chine. Dites-nous ce que vous pensez de ce sommet, ce qu'il signifie pour l'Amérique et sa sécurité. Le président Trump, pour faire simple, a réorganisé l'ordre mondial. Vous avez tout à fait raison, il a démantelé l'initiative chinoise, une ceinture, une route. C'est une grande partie de ce que nous observons actuellement. Il y a 2 mois, c'était Maduro, et maintenant nous sommes en Iran. Et nous mettons la Chine à genoux. Et nous faisons pression sur eux et sur leur capacité à obtenir de l'énergie, et nous détruisons cette terrible alliance entre l'Iran, la Russie et la Chine. Petit à petit, il obtient un ordre mondial qui a isolé l'Iran et nous a permis de frapper. À son tour, il isole la Chine. Je n'ai jamais pensé que nous verrions ce jour, et le faire en un peu plus d'1 an. C'est incroyablement impressionnant, et cela mérite d'être retenu. Trump 1 a jeté les bases de ce que vous voyez ici avec Trump 2. C'est intéressant, il n'y avait pas le Mexique, mais qui était là? Il y avait l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, le Salvador, le Guyana, le Honduras, le Panama, le Paraguay, Trinité et Tobago. Big picture. Vous savez, la stratégie globale de l'administration Trump, leur approche consiste à dire que si on parvient à régler la question de l'Iran et à éliminer la menace venant de l'Iran et à remettre ces accords d'Abraham sur les rails, alors cela permettra aux États-Unis d'Amérique de confier la gestion du Moyen-Orient à des partenaires engagés pour la paix et le commerce et non pour le terrorisme et le chaos, et de rediriger entièrement notre attention vers notre propre hémisphère. Comme évoqué, nous avons vu les bases avec les accords d'Abraham, lorsque Bahreïn et les Émirats arabes unis ont rejoint les accords, puis le Maroc a suivi rapidement. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le président diffuse ce matin, je pense, un message stratégique. Il déclare que ce matin, l'Iran s'est excusé et a capitulé devant ses voisins du Moyen-Orient. Ensuite, sur Truth Social, il écrit « Aujourd'hui, l'Iran va recevoir un coup très dur ». En même temps que l'élimination de ceux qui font exploser le commerce et les relations normales.
Les dirigeants des pays avec lesquels les États-Unis vont négocier une défense commune, un commerce équitable et une paix régionale sans guerre se réunissent. Et moi, personnellement, ça me plaît. Les Latino-Américains se sont réunis pour signer un accord sur la lutte commune contre les cartels. C'est pratiquement une alliance militaire. Mesdames et messieurs, je soupçonne que selon cet accord, nous avons le droit d'entrer sur leur territoire pour lutter contre les cartels. C'est pourquoi Sheinbaum n'est pas venue. Elle ne peut pas signer un tel accord, on l'a tuée sur le champ. Peut-être que la belle vénézuélienne n'est pas venue pour la même raison. Avez-vous observé le président Trump alors qu'il s'apprête à signer la coalition américaine anti-cartel? Il sera entouré d'alliés venant des pays d'Amérique latine. On nous dit que ce sera une force du bien pour s'opposer aux cartels. Ce matin, il a également parlé de l'Iran. Il a déclaré que la seule façon de s'opposer aux adversaires, c'est la puissance américaine. Il a dit que nous avions détruit 42 navires de guerre iraniens et ce qui est intéressant, il a ajouté « J'ai terminé 8 guerres et une autre arrive ». Mais il n'a pas précisé quelle serait cette guerre. Il a également annoncé ce matin que l'Iran, je cite, s'était excusé et s'était rendu à ses voisins du Moyen-Orient. Mais néanmoins, il a juré qu'aujourd'hui, cet État terroriste serait durement frappé et nous couvrirons les événements à travers tout Israël. Aujourd'hui, samedi, en Amérique. Je suis Kayleigh McEnany. Et nous avons une analyse clé de l'ancien vice-président Mike Pence sur les raisons pour lesquelles il soutient ces efforts iraniens. Le général David Petraeus est ici, ainsi que le sénateur démocrate John Fetterman. Henry Cuellar fait partie des 4 démocrates ayant voté pour le maintien des pouvoirs militaires du président. Mais nous commençons avec notre équipe de diffusion Fox, avec nous Nate Foy, avec nous Trey Yingst. Mais commençons par l'analyse du général Jack Keane, qui était assis ici avec moi pendant que nous regardions tout cela. Et général Keane, que pensez-vous de ces 40 navires de guerre iraniens mis hors service? Général Keane, que pensez-vous de ces 42 navires de guerre iraniens mis hors service? Bien. Non. Que se passe-t-il? Nous avons un élan important. De plus, il s'agit d'une opération conjointe avec les Israéliens et honnêtement, elle est exécutée de manière irréprochable. C'est vraiment remarquable. Une autre chose que vous avez mentionnée, c'est mon interprétation de la fin de 8 guerres et d'une autre. Je pense qu'il met fin à cette guerre. Ce qui distingue le président Trump de ses prédécesseurs, c'est qu'il est prêt à utiliser la force pour arrêter quelque chose de mauvais qui se passe ou pour instaurer une solution pacifique. C'est très proche de la stratégie de politique étrangère de Reagan. Il croyait que oui, il fallait utiliser la diplomatie aussi longtemps que possible, mais qu'il ne fallait pas avoir peur d'employer la force pour atteindre le même objectif politique. Des missiles balistiques, des drones, un potentiel nucléaire, et ce qui est vraiment au centre de l'attention, et cela diffère beaucoup du point de vue des opérations militaires, c'est de détruire tout leur potentiel de production d'armes, peu importe de quel type d'armes il s'agit. Donc, s'il y a une entreprise qui s'en occupe, elle figure sur la liste des cibles et cela prendra un certain temps. C'est évident, notre public sait que ce n'est pas qu'une question d'armes, mais de l'arme du futur. Parce que si ce régime parvient à rester au pouvoir, ils essaieront de se rétablir. Selon les renseignements, leur intention était de mener des attaques massives. La dernière fois, ils ont agi durant la guerre de 12 jours. Nos services de renseignement disaient que dès la première attaque, ils riposteraient en causant un maximum de pertes à nos bases et citoyens israéliens. Mais cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? Nous avons porté un coup dévastateur à leur base de lancement, perturbant leur commandement et contrôle, pas seulement de façon cinétique. Nous avons éliminé leurs dirigeants et mené d'importantes cyberattaques contre leur communication, souvent à l'insu du peuple américain. Mais l'impact de tout cela est vraiment très important. Une grande partie de leur communication entre eux a été perturbée. Beaucoup de ces actions, vous savez, le peuple américain ne les voit pas. Mais l'impact de tout cela est vraiment très important. Vous vous souvenez du général Keane? Je l'ai montré plusieurs fois, j'ai parlé de lui. C'est le directeur de l'Institut d'études de la guerre. Il a été, comme je l'ai déjà dit, invité par 3 présidents différents à diriger le Pentagone et il a refusé 3 fois. C'est probablement l'un des commandants qui connaît le mieux la guerre, pas seulement en théorie. Il est aussi intéressant d'écouter Petraeus. On l'appelait le prochain génie militaire après George Patton. Pour une possible transition politique, et c'est tout à fait réalisable comme d'autres objectifs. En réalité, la porte-parole de la Maison-Blanche avait raison. Je pense que nous menons très bien la campagne militaire. Nous avons évidemment obtenu un énorme succès contre la direction du régime dès le début. Nous avons en grande partie détruit leur défense anti-aérienne et anti-missiles balistiques. Donc, nous pouvons utiliser non seulement des avions furtifs, mais aussi des bombardiers B-1 et B-52, en plus des bombardiers B-2.
Nous neutralisons rapidement les lanceurs de missiles, les stocks de missiles et même les capacités de production pour leur fabrication. Nous enregistrons aussi des succès notables contre la menace des drones, même si la tâche reste difficile. C'est d'ailleurs cela qui a coûté la vie à nos 6 soldats au Koweït. Des progrès spectaculaires ont été réalisés contre la flotte navale iranienne. L'immense majorité de ces navires repose au fond du Golfe. Et tout reste du programme nucléaire sera éliminé au cours de cette campagne. Je pense que nous allons créer des conditions dans lesquelles le régime sera considérablement affaibli. Leur système de commandement et de contrôle sera, je pense, gravement compromis. C'est sans doute le mot le plus précis. On peut dire qu'il est presque détruit. Mais il restera tout de même une force très nombreuse d'hommes armés qui resteront fidèles au régime. Il pourrait être jusqu'à 1 million d'hommes sous les armes. Ils ont montré leur volonté de tuer leurs propres citoyens. Des dizaines de milliers se sont opposés à eux rien qu'en janvier, et encore des dizaines de milliers ont été arrêtés. Ainsi, les conditions pour cela peuvent être réunies. La question est de savoir si le soulèvement aura une véritable capacité de combat, une véritable organisation de direction, ou s'il s'agira de modestes minorités ethniques et religieuses dans différentes parties du pays. Comme il devient évident, sans forces armées capables de vaincre les loyalistes du régime, qui, selon Petraeus, pourraient en être jusqu'à 1 million, il estime que tant le corps que toutes sortes d'organisations paramilitaires, des organisations quasi-paramilitaires proches du régime, rendent impossible la prise du pouvoir aux dirigeants actuels. Et une telle force n'existe pas en Iran, à moins bien sûr que l'armée ne commence à passer massivement du côté de l'opposition. Mais Trump a dit « pas de négociation ». Et il a ôté tout espoir au régime. Trump veut que ceux qui portent des armes sachent qu'ils seront bombardés tant qu'ils ne déposeront pas les armes, et que les bombardements ne feront que s'intensifier. Rendez vos armes ou mourrez, voilà ce que dit Trump. Il s'adresse au corps et à la milice. Et la direction, eh bien, les Israéliens s'en occuperont, probablement. Dès que de nouveaux dirigeants apparaîtront, ils seront éliminés, puis le suivant, et encore le suivant. Peu importe combien de dirigeants il y aura, ils seront quand même éliminés. Donc, plus nous pénétrons profondément à l'intérieur de l'Iran, plus évidemment la distance devient grande. Il se peut que vous deviez faire le plein un peu plus souvent avant d'entrer dans l'espace aérien. Mais tout se résume à savoir si nous avons complètement neutralisé les systèmes de défense aérienne et antimissiles. Et je pense que nous le ferons soit d'ici là, soit peu de temps après notre entrée là-bas. La vérité, c'est que ce système extrêmement complexe de défense antiaérienne et antimissile que possédait l'Iran a été détruit. Il a été détruit dès le début de la campagne aérienne de 12 jours par les Israéliens qui utilisaient des F-35 que nous leur avons fournis. C'était un système russe. Et la Russie n'a actuellement rien en trop. Ils ne peuvent absolument pas partager ou remplacer ce système. Ils sont à peine capables de maintenir leurs propres systèmes en état de marche. Chaque jour, les Ukrainiens les attaquent avec des drones. Donc je pense que ce sera encore une fois une grande portée de nouvelles cibles, évidemment, mais c'est tout à fait faisable et aussi très nécessaire. C'est aussi très nécessaire. Autrement dit, les États-Unis et Israël avancent étape par étape en profondeur en Iran, détruisant d'abord les sites les plus importants et maintenant d'un bout à l'autre de l'Iran. Ils éliminent tout ce qui peut tirer, voler ou fabriquer des armes. Et l'espoir, c'est que le CGRI en ait assez de tout cela et dépose les armes. Est-ce que cela va arriver ? Non. Si cela arrive, nous ne savons pas quand. Mais je soupçonne que dans 2 semaines de plus, maintenant qu'une semaine de conflit est déjà passée, donc dans 2 semaines encore, un autre groupe de dirigeants, aussi bien militaires que politiques, sera éliminé. Et nous saurons si les hordes islamistes se rendent ou si elles ont décidé de mourir, mais de ne pas livrer leur patrie. Eh bien, dans ce cas, il faudra les tuer. Le premier événement important est que le président iranien Massoud Pezeshkian vient tout juste d'apparaître à la télévision d'État. Et il a présenté des excuses publiques remarquables aux États voisins du Golfe Persique pour les attaques iraniennes qui ont eu lieu la semaine dernière. Et il a promis qu'il n'y aurait plus d'attaques contre aucun pays voisin à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis leur territoire. Et dans le cadre de ces excuses, il a expliqué les frappes contre les pays du Golfe comme étant dues à une défaillance de communication au sein de ses propres rangs. Et cette déclaration sur un malentendu ne pouvait pas être plus ironique, car pendant que ces excuses préenregistrées étaient diffusées,
des missiles et des drones iraniens frappaient encore activement Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à ce moment précis. Donc, ce que nous voyons ici sur fond de ces excuses et des frappes qui sont menées pendant que les excuses sont présentées, c'est une division très claire au sein de la direction. Le président adopte un ton conciliant, tandis que le CGRI agit de manière autonome et indépendante. Leur commandant en chef, Ahmad Vaidi, est en fait le leader de facto. Il poursuit l'agression de son propre chef, tandis que le président élu présente des excuses. Je pense que les excuses présentées aux voisins sont principalement dictées par une autre considération. L'Iran est à court de missiles, de lanceurs et apparemment de drones. Et l'explication selon laquelle nous n'attaquerons personne sauf l'agresseur cache le fait qu'ils n'ont rien avec quoi attaquer. Parce que dans tous les pays du Golfe, il y a des bases militaires américaines, et logiquement, ce serait elles qu'il faudrait attaquer. Mais nous ne le ferons pas. Alors qu'est-ce qui sera attaqué ? Les quartiers résidentiels à Haïfa et Tel Aviv, les jardins d'enfants, restaurants et théâtres. Et nous n'attaquerons pas les bases militaires. Rappelez-vous, je vous ai dit que le premier jour de la guerre, l'Iran a tiré 350 missiles et au 4e jour, c'était déjà 50. Et savez-vous combien de missiles les Iraniens, les forces armées iraniennes, ont pu lancer le 7e jour ? Au début, il y en avait, mais maintenant, à peine 8, c'est vrai. Je veux dire, ça diminue. Le 7e jour, 8. Peut-être qu'ils ont encore des missiles, quelque part, mais Israël et les États-Unis ont détruit la plupart des dispositifs de lancement. Messieurs, nous avons commencé à proposer à nos sponsors des analyses vidéo supplémentaires plus approfondies. Les sponsors nous aident, disons, à payer le support technique de la chaîne et, pour seulement 4 $ par mois d'ailleurs, si vous vous abonnez pour un an, cela revient même à 3 $ par mois, ils ont accès au contenu. Que les autres, s'ils le voient, ne verront que bien plus tard. Les sponsors ont le droit de voir en premier et le droit de participer à la définition de l'orientation de la chaîne. Tous les commentaires des sponsors sont soigneusement discutés par notre groupe et, comme on dit, nous y prêtons une attention toute particulière. Alors, l'Iran, nous devons résoudre ce problème en 2 à 3 semaines. Bon, 4 semaines maximum. Et nous allons le résoudre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous ne le trouvez pas, écrivez en commentaire, nous répondrons. Quelqu'un m'a dit « Je ne le trouve pas ». Écrivez en commentaire, nous expliquerons. Au revoir.